Mettre ses limites, c'est pas juste dire non. C'est aussi arrêter de jouer un rôle. Arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Arrêter de se diminuer pour rentrer dans un moule. Mais c'est aussi apprendre comment on les communique. Parce que la façon dont on exprime nos limites puis nos non négociables, ça change complètement la manière dont elles sont reçues par les autres. Aujourd'hui, j'accueille mon premier invité au podcast Unicité. Puis dans cet épisode, on plonge au cœur du thème Mettre ses limites avec quelqu'un qui accompagne et a accompagné des centaines de personnes à trouver leur voix derrière le micro. C'est Marco Bernard, fondateur de l'Académie du podcast. En fait, Marco a joué un rôle important dans la naissance de mon podcast. Donc, après avoir mijoté mon idée pendant 3 challenges gratuits avec lui, j'ai finalement intégré le Club Momentum au printemps 2025. Et c'est là que j'ai pu structurer mes idées, arrêter d'attendre le bon moment, puis finalement lancer mon podcast en septembre dernier. Alors aujourd'hui, on va parler de suradaptation, d'unicité et surtout de ce moment où tu décides enfin de vivre selon tes règles. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, 100% compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Poser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Pour ouvrir cette belle conversation, j'ai envie de te présenter Marco. Donc d'abord, Marco, merci d'être là. C'est vraiment un privilège pour moi de t'accueillir comme premier invité sur le podcast Unicité et Soi sans compromis. C'est un honneur d'être là, Suzanne. Merci. Je suis choyé d'être le premier. On va essayer d'être à la hauteur. Non, j'en suis certaine. Donc, pour ceux qui connaissent pas Marco, c'est un entrepreneur, un formateur, un conférencier, un podcasteur et surtout le fondateur de l'Académie du podcast. Donc, c'est quelqu'un qui, selon moi, incarne vraiment la constance puis surtout qui comprend ce que ça veut dire trouver sa voix. Puis ça, dans tous les sens du terme. Donc, j'avais envie qu'on parle ensemble parce que dans la saison 2 du podcast qui commence tout juste, en fait, on explore comment mettre ses limites puis vivre selon ses règles. Je ne sais pas si c'est autant présent chez les hommes, mais ça, tu pourras peut-être me dire ce que tu en penses au cours de l'entrevue. Mais la peur de décevoir, de pas être assez, de vouloir plaire à tout le monde, en fait, c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes. Les femmes en affaires, puis aussi derrière les micros. C'est donc quelque chose qui les amène souvent à se suradapter. Puis même parfois jusqu'à laisser tomber leurs projets, leurs rêves, ce qu'elles ont envie vraiment d'accomplir dans la vie. Puis avant de parler de suradaptation, d'unicité de mindset, j'ai envie qu'on aille un peu au cœur de ton expérience à toi. Marco, j'aimerais ça que tu me dises dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti obligé d'être d'une certaine façon pour plaire, pour performer ou pour être perçu comme un bon entrepreneur ou un bon podcasteur? Ben, écoute, si on regarde dans ma vie en général, là, puis je peux reculer aussi loin qu'à l'époque où j'étais entraîneur de hockey. Donc ça veut dire dans ma jeune vingtaine, disons, très jeune vingtaine même. Il y en a eu des moments tout au long de ma carrière, là, que ce soit comme dirigeant d'équipe sportive, que ce soit comme entraîneur, que ce soit comme entrepreneur ensuite. Puis, l'exemple qui me vient spontanément en tête, suite à la question que tu m'as posée, c'est un moment où j'étais entraîneur d'une équipe de hockey à ce moment-là, puis on était au camp d'entraînement.
Je n'étais pas content du résultat des athlètes sur la patinoire. Puis là, je me suis dit, attends une minute, on va tout de suite mettre notre pied à terre, établir les standards, établir les attentes avec les jeunes athlètes qui étaient là devant moi. Et ben, j'ai décidé de prendre un chemin pour faire comprendre à ces jeunes-là quelles étaient mes attentes et mes standards pour cette saison de hockey-là, puis que leur faire prendre conscience aussi et leur faire réaliser que ce qu'ils m'avaient donné comme niveau d'effort, comme niveau de concentration, comme engagement, c'était pas suffisant. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis allé très, très loin dans ma façon de faire le travail, de faire ça pour que finalement ils comprennent. Et peut-être même un peu trop loin. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y avait un adulte, là, en guillemets, parce que moi, j'étais un jeune, très jeune adulte à ce moment-là, mais un papa, disons, quelqu'un qui était presque l'âge de mon père à ce moment-là, qui était mon gérant à l'époque. Il me dit, là, je pense que tu es allé un peu fort avec les gars. Tu sais, je pense que tu t'es rendu un peu trop loin. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que tout de suite le lendemain, on a reçu des appels. Puis là, il y avait des joueurs qui disaient, oh non, on était dans le camp d'entraînement, donc l'équipe n'était pas faite encore. Et là, il y avait des joueurs qui commençaient à quitter le camp d'entraînement parce qu'ils se disaient, moi, je ne jouerai pas pour ce fou-là. Les attentes sont trop élevées, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils nous demandent, etc. Et ça m'a amené à reculer par rapport à ça. Et l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'ai modifié mes standards plutôt que d'apprendre comment communiquer mes standards. Et ça, avec le recul aujourd'hui, là, puis ça fait quand même un certain temps que j'avais pris conscience de ça, mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça a été clairement une erreur à l'époque parce qu'il y a des entraîneurs qui étaient 10 fois plus sévères ou plus exigeants que moi je pouvais l'être à l'époque. C'est juste qu'ils communiquaient leur truc de bien meilleure façon que ce que j'avais fait à ce moment-là. Alors, le recul que j'aurais dû faire, c'était, oui, faire un pas de recul peut-être, faire un mea culpa sur la façon ou la méthode qui avait été utilisée pour communiquer mes trucs. Mais au final, c'était surtout de ne jamais fléchir sur les standards. Pas parce qu'on a fait une erreur dans les communications qu'on doit fléchir sur des standards nécessairement. En tout cas, moi, c'était ma lecture que j'avais à ce moment-là. Et ça, ben, j'ai eu ça plein de fois par la suite, jusqu'à temps que je réalise cette chose-là. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est pas encore parfait. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que les non négociables dans ma vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie d'entrepreneur, mes non négociables, les valeurs que je veux mettre de l'avant, les choses que je veux véhiculer, autant avec l'équipe qu'avec les clients, qu'avec mes proches, ma famille, mes amis, bien, ces choses-là qui sont des non négociables, bien, c'est non négociable. La façon que je les communique, ça, c'est un autre débat. Et ça, ben, c'est ça que je dis qui n'est pas encore parfait parce que d'apprendre à communiquer ces choses-là, puis à s'assurer que les gens, on est sur la même longueur d'onde par rapport à eux autres. Et ça peut aussi vouloir dire parfois de se séparer de certaines personnes, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle, de devoir prendre des routes différentes parce que, ben, il y a des non négociables, il y a des choses qui ne fit plus, puis qu'on doit absolument aller de l'avant. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question que tu me posais, parce qu'on est parti vraiment au niveau sportif, mais en lien avec comment je vis ces choses-là, je pense que ce serait la meilleure façon de pouvoir te l'exprimer. Oui, non, je trouve ça super intéressant, le parallèle que tu as fait avec le côté sportif qui est quand même assez exigeant en termes d'attente et ce qu'on attend de nous. Puis ça m'amène à Tess qui, selon toi, nous amène à facilement tomber dans cette pression d'être parfait. Oui, là, tu as donné le contexte sportif, mais moi, je voudrais t'amener peut-être au niveau, quand on prend le micro, au niveau du podcasting. Qu'est-ce qui nous amène facilement dans cette pression-là de vouloir performer, de bien faire? Tu sais, si on continue l'analogie avec le sport, on ne veut pas te décevoir, on veut être à la hauteur des attentes que nous, on se fait de nous-mêmes. Hein? On se crée des attentes par rapport à nos résultats, par rapport à comment ça va sonner, par rapport à comment on veut mettre notre voix de l'avant, etc. On se crée nous-mêmes des pressions puis des attentes par rapport à ça. Puis c'est la même chose avec le sport. Il y a des attentes qui se créent. Puis si à un certain moment donné, bien, l'athlète n'a pas, par exemple, le temps de jeu suffisant pour être capable de justifier ou d'aller au niveau de ce qui se fait comme ses attentes. Si lui, il se dit, ben moi, je veux marquer 35 buts cette année,
puis qu'il ne joue pas sur l'avantage numérique, puis qu'il n'est pas sur le premier trio, bien, ça risque d'être compliqué de marquer 35 buts. Donc là, il voit ces attentes-là qui ne sont pas là. Fait qu'il dit, je ne pourrai jamais atteindre ces attentes-là. Mais d'un autre côté, si l'entraîneur, lui, ce n'est pas les attentes qu'il a, ben là, il y a une discordance, puis c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, ça ne fonctionne pas. Donc, après, c'est vraiment au niveau de la communication. Puis je pense que quand tu dis pourquoi les gens se censurent ou en tout cas attendent là, pour se mettre de l'avant, oui, il y a les attentes, il y a la pression qu'on se met nous-mêmes, mais il y a beaucoup aussi le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire de ce que moi j'ai à dire? Je suis qui, moi, pour dire ces choses-là, puis pour prendre le bâton du pèlerin, comme on dit, puis aller de l'avant avec ce type de message-là. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, puis une fois qu'on a compris que le principe, c'est que si tu as un message à mettre de l'avant, si toi, tu crois vraiment que tu peux aider les gens profondément, tu acceptes qu'il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Ça, c'est inévitable de toute façon. Exactement le même principe que le gérant qui n'était pas d'accord avec ma façon de faire. Puis, à quelque part, il avait probablement raison sur plein de choses, mais encore une fois, quand tu es un podcasteur, quand tu décides de prendre ton message puis le mettre de l'avant, même si tu reçois des vagues de haine, par exemple, ou tu reçois des messages qui disent « ça n'a pas de bon sens » ou « t'es qui, toi, pour dire des choses comme ça, etc. » Bien, je reviens au non négociable d'un peu plus tôt, c'est qu'il y a des choses qui sont des valeurs, qui sont des messages, qui sont des choses que tu sais qui sont importantes et qui vont avoir de la valeur pour les gens qui vont venir écouter ton podcast. Et ces choses-là font partie de tes non négociables. Donc, après, il faut que tu fasses fi de ce qui se passe autour puis dire, regarde, moi, cette partie-là, sur le fond et la forme, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être modifiées puis qui peuvent venir altérer la livraison du message et faire en sorte que tu vas accepter de finalement livrer ça de telle façon plutôt que de telle façon. Mais sur les non négociables, ça peut pas se faire. Donc, après, une fois que tu as bien établi ces choses-là, que tu as décidé de mettre tes valeurs de l'avant, que tu les campes de façon solide, puis que tu t'en vas vers l'avant avec ça, bien, pour le reste, la chose qui va te rester à faire, c'est d'améliorer ta livraison du message, un peu comme l'exemple que je t'ai donné un peu plus tôt dans le fait que quand j'étais face à mes athlètes, j'ai juste reculé plutôt que de continuer d'avancer, mais de le faire d'une façon plus sophistiquée, je dirais, de meilleure façon, meilleure communication, puis ça aurait probablement passé beaucoup mieux à ce moment-là. Tout ça sans te dénaturer. Exact, c'est ça qui est le principal. Parce que pour poursuivre l'analogie par rapport à ça, si je pousse un peu plus loin l'histoire par rapport à ça, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que bien des années plus tard, pas bien des années plus tard, mais peut-être 5-6 ans plus tard, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de très haut niveau, de diriger une équipe de très haut niveau. Et du fait que j'avais plié sur ces non négociables-là, bien, j'étais moins au clair avec ça. Ce qui fait que quand j'ai eu à diriger cette équipe-là, je n'ai pas su mettre mon pied à terre sur toutes les non négociables qu'il y avait. Puis ça m'a amené à me diluer puis à me perdre un peu dans le truc. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas poursuivi ma carrière d'entraîneur de hockey. Que, honnêtement, à l'époque, là, j'avais même pas 25 ans que j'étais déjà entraîneur semi-professionnel. J'aurais probablement pu avoir une carrière d'entraîneur au niveau professionnel. Est-ce que ça aurait été dans la Ligue nationale ou à un niveau inférieur? Peu importe, on ne saura jamais, mais j'avais tout ce qu'il fallait avec l'âge que j'avais, avec la fougue que j'avais, avec les connaissances que j'avais, avec le temps et la rigueur que je mettais dans tout ça. J'avais tout ce qu'il fallait pour être capable de me rendre à bon port. Mais le fait est que souvent, on va dire dans le monde, un entraîneur doit périr pour ses non négociables. Mais c'est aussi ce qui va lui permettre d'avoir du succès. Après, si tu es tout le temps en train de danser entre deux feux, ben, tu vas traîner des jobs sans avoir de succès. Puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui va te dire, ben, regarde, on est rendu à un moment où il faut qu'on te remplace parce que l'équipe avance pas ou on sent que les athlètes plafonnent ou peu importe. Donc, dans tous les cas, tu es voué à être au milieu du pack et c'est pas ça que tu veux. Tu veux toujours être vers l'avant et ça, ben, ça passe inévitablement par les non négociables. C'est exactement la même chose avec un communicateur. Il faut qu'il y ait des choses que, par ces choses-là, que les gens vont te reconnaître en tant que communicateur, en tant que créateur de contenu, podcasteur, bien, les gens te reconnaissent parce que sinon, en bout de ligne, tu es juste en train de répéter ce que les autres dans ton domaine répètent à répétition. Donc, si tu veux que les gens te reconnaissent pour quelque chose, bien, il faut que tu sois capable de te camper derrière des couleurs qui sont juste tes couleurs à toi et accepter que ça ne sera pas. C'est pas tout le monde qui aime le bleu dans la vie. Là. Si toi, tu dis, moi, c'est bleu, 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 puis all bleu jusqu'au bout,
ben, ça fait partie de la game que ceux qui n'aimeront pas le bleu, ben, ils vont aller voir ceux qui font du rouge. C'est comme ça. Puis justement, l'exemple que tu viens de donner, ben ça me fait beaucoup penser à la suradaptation. Tu sais, de vouloir monter en grade, ben ça t'a amené à te suradapter puis à laisser tomber un peu tes non négociables. Toujours en revenant dans le monde du podcasting, puis même l'entrepreneurship, je serais curieuse de savoir, ben je sais les podcasteurs, podcasteuses et entrepreneurs que tu accompagnes. Est-ce que tu observes souvent cette suradaptation-là, cette tendance à s'adapter, à adapter leur message, en fait, pour plaire à tout le monde? Ben, tu sais, tu es dans notre académie, tu sais comment on travaille, comment on enseigne aux gens. On a, tu sais, nos 4 façons de créer le contenu, nos 4 types de contenus différents, les 4 C du contenu. Tu sais, spontanément, le C que les gens vont le plus facilement et spontanément faire, c'est le contenu coaching. On anime un podcast, on part dans le coaching, on a 6 astuces, on a 3 conseils. Tu sais, ça, là, c'est le plus facile à faire et c'est celui que spontanément, tout le monde va aller là-dedans. Avec plein d'erreurs, parce que souvent les gens vont mal travailler avec ce type de contenu-là. Mais celui qui va être le type de contenu qui va être le moins utilisé et celui que les gens vont aller le plus difficilement dedans, c'est le contenu contradictoire. Parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Ils ne veulent pas s'aliéner une partie de leur audience parce qu'ils se disent, ben non, mais je ne peux pas dire à tel type de personne que finalement, ça ne marche pas. Je ne peux pas m'en aller là. Ça n'a pas de sens. Mais la réponse est oui. Parce que le contenu contradictoire, ce qui va arriver, c'est que si je reprends l'analogie du bleu et du rouge, ben, les gens qui adorent le bleu, ils vont être all-in avec le bleu parce que toi, c'est ce que tu présentes. Puis tu vas plus loin que ça, tu es en train de dire que ceux qui pensent que c'est rouge, ben, ça n'a pas de sens. Fait que là, ben, tous ceux qui pensent qu'eux autres, c'est rouge, 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 sont team rouge, ben, eux, non seulement ils ne sont pas d'accord avec toi parce que toi, tu dis que c'est bleu, mais en plus de ça, ils vont s'aliéner, ils vont dire, hey, non, moi, j'arrête de suivre cette personne-là parce qu'elle, elle pense que c'est bleu. Moi, je suis convaincu que c'est rouge. Fait que c'est sûr que je m'en vais ailleurs. Je vais aller trouver quelqu'un qui pense comme moi que c'est rouge. Et c'est OK. Parce que la personne qui pense que c'est rouge, toi, tu penses que c'est bleu, elle ne fera jamais affaire avec toi. Elle ne va jamais devenir cliente de toi. Donc, aussi bien utiliser ce contenu-là, le contenu contradictoire, pour faire déjà une séparation de regarde, moi, je travaille comme ça, donc, qui même me suivent. C'est aussi simple que ça. Et de la suradaptation, mais c'est ça, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou, puis de dire, ben, ceux qui sont rouges, ben, c'est OK, là, on essaiera de faire du mauve avec ça. Moi, je pense que c'est bleu, là, mais si on rajoute un petit peu de rouge dedans, on devrait être correct pour se rejoindre entre les deux. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça, c'est des gens qui, finalement, essaient de rejoindre tout le monde puis rejoignent personne. Oui, et justement, est-ce que tu penses que cette peur d'aller dans la contradiction, vraiment se positionner, ça a un impact concret sur la réussite des podcasteuses, podcasteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui vont les stagner de toujours rester dans le même type de contenu? Ah ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, comme tu le sais, là, il y a certains ratios qui sont proposés de faire par type de contenu. Puis ceux qui sont à 100% dans le coaching ou à peu près, dans le contenu coaching, ben ils sont en train de passer à côté des 3 autres types de contenus. Fait que, nécessairement, ça leur donne un contenu qui va être toujours très drable. Les gens vont aller vers ce contenu-là parce qu'ils se disent on a un prof gratuit, on va y aller. Sauf que le problème avec ce danger-là, c'est que les gens n'auront jamais vraiment tout l'éventail de l'accompagnement possible. Donc, il va toujours avoir des trous dans la façon que tu vas communiquer tes choses, ce qui fait que les gens n'auront jamais totalement une transformation, ils n'auront jamais totalement de succès, ils vont perdre confiance dans ce que tu fais. Puis au final, ben, ils risquent fortement de se retourner vers quelqu'un qui utilise au contraire les 4 types de contenus, qui mettent leur valeur de l'avant, puis que là, les gens ils disent « Oh my God, OK, ça, cette personne-là, avec ce qu'elle me dit, puis la façon dont elle dit, c'est exactement ça. » Puis là, ils se collent en termes de personnalité. Les gens achètent les gens. Les gens n'achètent pas des théories puis des stratégies. Les gens achètent les gens. Donc, si d'abord et avant tout, tu es perçu comme quelqu'un qui est un leader, qui est capable de secouer les gens en créant du contenu contradictoire, les gens ont besoin de se faire secouer de temps à autre. Et ça, bien, quand ça arrive, bien, les gens vont dire, OK, elle, là, elle a les nerfs suffisamment solides pour être capable de tenir un discours qui est pas mal à l'opposé de ce qui se fait dans le domaine présentement. Fait que si elle est capable de faire ça, c'est parce que c'est un leader.
elle a les reins solides, elle est bien ancrée, elle croit dans ses choses, puis elle s'en va de l'avant. Les gens, ils ont besoin de leaders. Donc là, ils vont commencer à te suivre. Puis là, après ça, whoop, il y a un petit peu de contenu coaching. Ah, ben, Colin, elle a aussi de la notoriété, elle a aussi de la crédibilité, elle a des connaissances. Puis là, après ça, whoop, tu arrives avec un contenu connexion. Oh my God, elle est capable de, tu sais, je me reconnais dans cette personne-là, elle est capable d'être empathique aussi avec nous. On a une connexion qui est vraiment intéressante sur le plan humain. Puis finalement, tu arrives avec du contenu crédibilité, ciblage qui vient agrémenter, qui vient ajouter sur le fait que les gens qui utilisent tes techniques et tout ça, ben, ils ont du succès. Donc là, tu as tout le bel éventail. Et si toi, tu fais que du contenu coaching, oui, tu vas être utile, mais la personne qui fait les 4 contenus à côté, que la personne se connecte avec les valeurs que cette personne-là met de l'avant, ben, elle va s'en aller vers l'autre personne, elle n'ira pas vers toi. Donc, oui, c'est sûr que ça bloque et ça limite massivement quand tu n'utilises pas tous ces types de contenus-là. Ça, c'est sûr. Ouais, puis mon expérience personnelle, tu sais, ça fait quand même juste depuis le mois de septembre que j'ai commencé mon podcast. Fait que là, on est à la 2e saison, mais ça va faire à peu près 16 épisodes, je te dirais. Fait que oui, ma tendance, elle est beaucoup d'aller vers le coaching, vers démontrer mes connaissances, mes capacités. J'ai quand même effleuré les 2 autres, qui est, tu sais, au niveau de la connexion, brièvement la contradiction. On dirait que c'est comme, quand t'es coach, c'est comme le chemin naturel, tu sais. Fait que même si je suis une personne qui aime connecter, je l'intègre dans les épisodes. Sauf que est-ce que mon épisode est complètement au niveau de la connexion? Ça, c'est des choses, tu sais, j'ai besoin quand même de continuer à travailler cet aspect-là, mais je trouve ça super intéressant que tu en parles puis que tu expliques là, c'est quoi les types de contenus qui font de la variété aussi dans des épisodes de podcast. Là, maintenant, j'aimerais qu'on parle, ben, quand on arrête de s'adapter pour plaire. Il y a quand même une question qui peut ne pas toujours être facile à répondre pour certaines personnes. Puis là, je vais te parler de certaines femmes parce que c'est des auditrices que j'ai majoritairement. C'est qu'est-ce qui les rend uniques? Et j'aimerais que tu me dises, selon toi, comment on reconnaît ce qui nous rend vraiment uniques et ça derrière un micro? Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans notre univers, puis eux, ils ont... Chez nous, là, on sert les gens qui ont un message à mettre de l'avant, puis qui veulent faire connaître des façons différentes de voir les choses dans une thématique, peu importe la thématique. Et souvent, c'est relié avec une activité professionnelle. Donc, c'est des coachs, c'est des consultants, des entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui sont, c'est relié avec une activité professionnelle. Et ces gens-là, ben, très souvent, vont arriver avec un mindset autour du podcast qui est, ben, moi, je m'en viens parler de ce que je fais sur le plan professionnel. Alors que l'élément différenciatif, il est souvent, très souvent, ailleurs que là. Il réside dans l'identité de la personne, les différentes valeurs que cette personne-là va mettre de l'avant, l'expérience de cette personne-là, l'histoire derrière cette personne-là. Et c'est ce qui fait, puis c'est sûr là, que les gens qui écoutent présentement, puis même toi aussi, c'est pareil, quand tu fais juste froidement là, analyser les derniers achats que tu as faits, c'est pas une question de fonctionnalité. Quand on parle de se faire accompagner pour du coaching ou d'acheter une formation en ligne ou des choses comme ça, ou même un livre à la limite, ben, ce n'est pas nécessairement la fonctionnalité en tant que telle. C'est probablement que si tu as acheté un livre ou tu as acheté une formation, ben, tu as entendu parler de la personne qui a fait la formation, tu as entendu parler de l'auteur. Il y a comme une personnalité, une couleur qui ressort. Et là, tu t'es peut-être renseigné, tu es allé sur les réseaux sociaux, tu es allé voir cette personne-là, puis tu as connecté avec la personne. Pas avec l'ensemble du contenu que cette personne-là a créé, avec l'énergie qu'elle met de l'avant, avec peut-être des valeurs qui sont là, avec la couleur qui est derrière le truc, avec la façon de s'exprimer, la façon de bouger. Tout ça, ça vient comme englober qu'est-ce que tu prends en ligne de compte pour décider de, OK, je prends ça comme accompagnement plutôt que ça. C'est vraiment prépondérant comme élément qui va te permettre de passer à l'action sur un truc. Donc, c'est exactement la même chose avec le podcast. Parce qu'à la base, si tu me dis, ben, fais un podcast sur tel sujet, très fortes sont les chances qu'il existe déjà un podcast sur ce sujet-là. Il n'y a pas énormément de podcasts, mais il existe des podcasts sur à peu près n'importe quoi, sinon sur n'importe quoi, présentement sur le marché, dans à peu près toutes les langues.
Une fois que ça c'est établi, la chose qui n'existe pas, c'est Suzanne qui parle de ce sujet-là. Ça n'existe pas. Ça, c'est sûr et certain que ça n'existe pas. Alors, ça, c'est l'élément différenciateur et c'est ce qui va faire que les gens vont décider de passer à l'action par rapport à ça. Et les femmes, très souvent, vont dire, ben mon histoire, tu sais, parce que ben, très souvent, il y a un passé de OK, j'ai été maman, j'ai arrêté de travailler. Après ça, j'ai été maman à la maison pendant un bout de temps. Après ça, j'ai recommencé à travailler. Je n'ai pas eu l'avancement que je voulais. Et souvent, on est dans du dev perso. Mais toute cette histoire-là qui est là derrière, ben, ça fait l'expérience, ça bâtit l'expérience de ce que tu veux nous livrer sur ton podcast. Donc, volontairement, si tu mets ça de côté, ben, tu es juste en train d'être quelqu'un qui régurgite de la théorie que n'importe qui d'autre est capable de faire sur le marché. Mais si tu mets ton histoire dedans, là, soudainement, il n'y a plus personne qui peut faire ce contenu-là parce que ton histoire, il y a juste toi qui l'as. Donc, d'apprendre à être capable de mélanger ces choses-là, tout l'aspect des histoires, tout l'aspect, chez nous, on appelle ça les récits signatures, être capable d'intégrer ça dans tes podcasts, être capable de bâtir ça de la bonne façon, être capable de le relier avec ton business, être capable d'aller mettre de choisir de faire volontairement une intention claire derrière chacun des épisodes. Bien, ça fait partie de tout ce que tu mets comme couleur dans chacun des épisodes, mais aussi dans ton podcast en général. Et ça, bien, je ne pense pas que c'est une question. Tu sais, la question de femme ou homme, je pense qu'on ne le vit juste pas de la même façon, mais tout le monde, à un certain moment, on vit cette réalité-là de est-ce que je me mets de l'avant, est-ce que d'être un peu sur les freins, sur ces trucs-là. Je pense qu'on vit tout ça à notre propre façon. Je l'ai vécu, je le vis encore à l'occasion quand je décide de me mettre de l'avant ou quand je décide de créer du contenu. Puis tu dis, j'ai effleuré certains de ces types de contenus-là, mais le jour où tu vas accepter de créer un contenu qui va vraiment être contradictoire, pas juste un petit peu à côté de la traque, mais de quoi qui va vraiment secouer les gens, ça va probablement être la fois où il va y avoir le plus grand nombre de retours. Et j'observe ça régulièrement. Il y a beaucoup, beaucoup d'académiciens qui disent « Hey, enfin, j'ai décidé de fermer la switch du coaching pour un épisode, puis j'ai décidé d'y aller de l'avant avec quelque chose qui allait secouer un peu mon audience. » Puis j'ai eu un paquet de retours, certains retours négatifs, mais beaucoup de positifs. Et le beaucoup de positifs, bien ça, c'est des gens qui sont collés sur toi, qui ont accepté ta personnalité, qui reconnaissent ta couleur, qui se reconnaissent dans cette couleur-là. C'est un peu comme si tu te faisais le porte-voix de ces personnes-là qui peut-être n'ont pas le courage qu'il faut, peu importe qu'est-ce qu'ils n'ont pas, mais il reste qu'ils aimeraient peut-être ça être la personne qui porte ce message-là, mais là, c'est toi qui sers de porte-voix pour le message que tu mets de l'avant. Donc, très souvent, ces gens-là vont se connecter à toi, vont se coller à toi, puis ils vont être très, très reconnaissants même à la limite d'entendre ce type de contenu-là. Justement, question pour toi, parce que je t'ai quand même assez connu là, dans le monde du podcast et reconnu. Puis, je me demandais comment on fait pour garder cette unicité-là, même quand le podcast grandit, donc la popularité vient en ligne de compte, ou encore que les attentes des auditrices, des auditeurs augmentent. Comment tu fais pour ne pas te dénaturer par cette popularité qui augmente, là? C'est une excellente question. Tout passe, à mon avis, par la structure derrière le contenu que tu crées. Puis à partir du moment où tu as une structure, tu as un réflexe de structure qui est là, qu'il y a une stratégie derrière, qu'il y a une promesse claire derrière ton podcast. Ensuite de ça, il y a une intention claire derrière chaque épisode. Ce qui veut dire que chacun de tes épisodes a l'intention de servir cette promesse que tu as faite initialement au podcast, qui peut être appelé à évoluer avec le temps. Tu sais, parce que des fois, tu lances un podcast, tu t'en vas avec ça, puis à un moment donné, il y a plein de gens qui viennent t'écouter, puis là, les gens te font des retours, puis là, tu te dis « Ah, sais-tu quoi? Je pense que je pourrais aller peut-être, tu sais, juste dévier ma voix de 3 degrés, puis arriver avec un truc qui serait un petit peu différent de ce que j'avais initialement en tête, mais tu sais, et ça, c'est d'être à l'écoute de l'audience, mais tout passe par le réflexe de est-ce que je connais bien mon audience? Est-ce que j'ai une bonne structure derrière mon podcast? Est-ce que je connais quels sont, je vais parler en jargon, mais je sais que tu connais exactement ce que je veux dire, mais tu sais, la fameuse liste époque, qu'est-ce que les gens veulent éviter, de quoi ils ont peur, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur croyance. Si tu as fait cet exercice-là et que tu refais cet exercice-là en cours de route, tu es toujours aligné sur les besoins de ce que la personne qui vient t'écouter
veut entendre. Donc, tu ne peux pas être en discordance avec le fait d'avoir cette unicité-là parce que tu es toujours collé sur ce que les gens ont besoin d'entendre, sur ce que les gens veulent entendre, les gens qui viennent t'écouter. Et quand tu ajoutes à ça que ben, c'est moi qui parle, c'est mon podcast, c'est mes couleurs, c'est ma personnalité qui est là, qui est mise de l'avant, c'est mes histoires à moi, c'est mon expérience qui vient servir le truc, bien forcément que tu restes toujours unique parce que ça reste toujours tes propres trucs à toi qui sont là. Je pense qu'il y a une chose avec laquelle il faut faire la paix quand on est podcasteur, c'est qu'on est condamné à répéter les choses de façon différente, mais on est condamné à répéter les choses. Pourquoi? Parce que, à moins que ton persona évolue avec le temps et que tu acceptes de tourner le dos à certaines personnes pour en servir d'autres, ce qui arrive à l'occasion. Ça veut dire que ces gens-là, dans les thématiques que initialement peut-être tu abordais, ces gens-là vont être moins bien servis que les autres qui vont avoir évolué et que tu vas te mettre à servir. Je te donne un exemple plus précis. À un moment donné, on était pendant une série d'événements qu'on faisait, comme on va faire bientôt. On fait une série de masterclass. Alors que moi, j'étais en train de présenter à des prospects. Il y avait un événement dans le Club Momentum avec mes clients. Et cet événement-là avait été animé par nos capitaines de notre écosystème. Et les capitaines avaient dit, on va jouer un tour à Marco. On va faire un hot seat de Marco, mais sans qu'il soit là. Fait qu'on va prendre un épisode de son podcast, puis on va le critiquer. On va en profiter. Il n'est pas dans la salle, il est avec les prospects, il est en train de présenter pour amener des nouveaux clients. Fait qu'on va en profiter, puis on va parler dans son dos, en guillemets. On va parler, on va décortiquer son épisode. Et à un moment donné, il y a eu une des personnes qui était là, qui était présente, qui faisait partie de notre club élite à ce moment-là. Elle s'appelle Lucie. Et la personne a dit, écoute, moi, Marco, là, je vais être bien honnête avec toi, je t'ai suivi les 150 premiers épisodes, là, j'en ai pas manqué un. C'était comme une religion pour moi que j'écoutais tous les épisodes de podcast. Et là, bien évidemment, moi, j'ai développé mon propre podcast. Je faisais partie du Club Momentum. Là, maintenant, j'ai joint les élites et tout ça. Puis on dirait que plus j'avance dans le temps, bien, moins ton podcast, je le trouve intéressant. Puis là, j'ai commencé à skipper des épisodes de podcast parce que je me reconnais moins dans le contenu que tu crées. Et là, ma réponse a été, mais c'est normal, Lucie. Parce que moi, mon podcast s'adresse à un persona de personnes qui n'ont pas lancé leur podcast encore ou qui viennent de lancer leur podcast puis qui sont en train de le développer. Toi, ton podcast, est rendu à 120 épisodes. Tu n'es plus cette personne-là que je vise avec mon podcast. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait peut-être 2 épisodes sur 3 dans lesquels tu te reconnais moins parce que ce type de contenu-là, c'est pas ça. Là, fait, ben, c'est ça. Donc, moi, j'ai continué de répéter à ces gens-là parce que c'est eux que je vise avec mon podcast. Puis quand la personne, elle évolue avec le temps, bien souvent, elle va se rendre dans mon écosystème, puis elle va devenir membre du Club Momentum. Puis après ça, elle va devenir membre élite parce qu'elle veut mettre son podcast au centre de son business, puis d'apprendre à développer son modèle d'affaires autour de ça, comme Lucie l'avait fait à ce moment-là. Et une fois qu'on a compris ça, bien, on sait que si j'avais évolué puis j'avais commencé à servir Lucie à l'endroit où elle était, bien, je ne parlais plus à Suzanne qui, elle, n'était pas arrivée dans l'écosystème de l'académie encore. À partir du moment où on accepte que c'est ça, est-ce que ça veut dire constamment créer le même épisode de la même façon? Non. T'sais, on a nos 4C, on a les différents, on a notre liste époque, on peut adresser ça de plein de façons différentes. Il y a plein de façons de créer des épisodes de podcast avec des angles différents, des histoires différentes. On peut amener des notions de plein de façons différentes qui vont faire en sorte que chaque thématique qu'on voudrait traiter, par exemple, va être traitée, va être amenée de façon différente pour faire en sorte que ça reste toujours intéressant, mais toujours en servant un seul et même persona initialement. Et quand on a ça, on réussit à être unique. Toi, là, au fil du temps, là, moi, je suis rendu aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à 400, au moment d'enregistrer cet épisode-là, 410, je pense qu'on est rendu là, épisode sur le podcast de l'Académie du podcast. Bien, c'est sûr que l'importance, par exemple, de ce qu'on vient de parler, l'importance de fixer un persona dans un podcast, puis de vraiment avoir une super structure, puis d'avoir vraiment tous les détails possibles, et l'importance d'avoir un persona initial puis un persona futur, bien, tout ça, là, cet exercice-là, je revisite ça maintenant à chaque année, mais à l'époque, à chaque 3 mois. Est-ce que j'ai traité de ça juste une fois dans mon podcast puis je n'ai plus jamais traité de ça après? Pas du tout.
Je peux adresser cette notion-là peut-être 2 ou 3 fois par année avec des angles différents, des exemples différents. Des fois, tu sais, je reçois une histoire d'un podcasteur ou d'une podcasteuse dans l'écosystème qui dit « Hey, moi, là, j'ai juste fait ce petit shift-là là, sur mon persona, puis là, boum, c'est parti. » Bon, ben excellent. Je prends cette histoire-là, puis là, je me refais un autre épisode sur le persona, mais en donnant cet angle-là avec le succès de cette personne-là. Puis des fois, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire qu'on doit accepter qu'on va répéter, mais on réussit quand même à être unique. Si j'ai réussi à le faire après 410 épisodes, c'est parce que n'importe qui est capable de le faire. Tout à fait. Je pense que si on veut incarner cette unicité-là, c'est aussi important de revenir à ce que j'ai exploré en fait dans mon épisode 13 de la saison 1 qui parlait de notre relation au temps puis de comment sortir de l'urgence pour pouvoir revenir ou rester à notre rythme naturel. Parce que au fond, ça c'est mon opinion, je pense que la discipline qui fonctionne pour chaque personne, ben, c'est aussi celle qui respecte nos limites. Puis, justement, Marco, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que toi qui accompagnes autant d'entrepreneurs, podcasteurs, comment tu fais pour maintenir une constance qui te met pas dans le mode urgence, mais qui soutient vraiment ton énergie, ton authenticité, ton rythme? Tu parles au niveau de quand je crée le contenu ou au sens large, dans l'accompagnement, dans la vie de tous les jours? Ou... Ben, dans la vie de tous les jours, puis ça va avoir un impact sur ta création aussi, là. Ouais. Et, tu sais, ta constance, ta discipline. Ouais. Être dans l'urgence, mais de réussir à respecter ton énergie, ton rythme. Puis ton... Ouais. Je te dirais que par rapport à ça, là, il y aurait 2 points que j'aurais envie de parler. La première chose, puis ça a été difficile pendant des années, moi, de mon côté, parce que quand j'opérais encore l'entreprise familiale avec mon père et mon frère, c'était difficile pour moi de gérer mon horaire en fonction de mon niveau d'énergie optimal dans une journée. Moi, je sais qu'il y a certains moments dans la journée où j'ai une énergie optimale pour créer du contenu. C'est très souvent le matin. Donc, je m'arrange pour bloquer mes matinées, pour ne pas avoir des meetings, pour ne pas avoir des choses que j'ai moins besoin d'énergie. Comme quand je fais des entrevues, ça, je sais que je peux les faire en milieu de journée ou en après-midi parce que je me nourris de l'énergie de la personne avec qui je travaille. Mais quand je fais du contenu solo ou des contenus de formation ou des webinaires, des masterclass ou des trucs comme ça ou des épisodes solo, je sais que je suis plus efficace le matin. Je pouvais difficilement gérer ça quand j'avais aussi l'autre entreprise parce que je devais être physiquement présent dans plein de moments à ce moment-là dans cette entreprise-là. Et c'est ce qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait que je fasse un move à ce niveau-là pour être capable d'être d'être optimal dans ma façon de faire les choses. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien, c'est de se connaître par rapport à ça. Parce que avant d'explorer ça, il fallait que je sache qu'en après-midi, j'étais moins efficace qu'en avant-midi. Puis ça, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a plein de podcasteurs qui produisent le soir, certains la nuit, puis ils sont hyper productifs de le faire comme ça. Moi, je serais complètement incapable. Mais ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà de moi avant. Si je recule dans le temps que j'étais entraîneur au hockey, on finissait de jouer un match, il était 22h, 22h30. Mes coachs qui étaient avec moi dans le bureau, eux autres, ils disaient « OK, on va analyser le match tout de suite. » Puis eux, il y avait encore le cerveau qui fonctionnait jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin pour analyser. Moi, j'étais complètement incapable de faire ça. Donc, moi, je leur disais, moi, ma partie d'analyse, là, je vais revenir à ça. Je pars tout de suite, là. Il est 23h, je quitte. Et je vais revenir à 7h demain matin, puis je vais venir faire ma partie, alors qu'eux, ils dormaient encore jusqu'à 9-10 heures. Tu sais. Donc, mais ça, je me connaissais déjà par rapport à ça. Et au final, on arrivait avec le même résultat. C'est juste qu'il faut apprendre à se connaître et à se respecter là-dedans. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se faire une structure et de respecter cette structure-là le plus possible. Puis là, je ne vais pas te dire une structure, ben ça prend, faut faire nos affirmations le matin, puis ci, puis ça, puis commencer. Ça, là, il y a 56 millions d'opinions de qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre matinée. À tort ou à raison, je les ai à peu près toutes essayées. Tu peux voir derrière moi la quantité de livres qu'il y a dans la bibliothèque. J'en ai fait beaucoup de lectures par rapport à ça. Et j'en suis arrivé aujourd'hui parce que l'important dans ces trucs-là, c'est de tester puis d'être dans l'action.
Donc, à partir du moment où tu lis quelque chose, tu dis, OK, ça, si j'implémente ça, je sais que je vais me respecter là-dedans. Je pense que je suis optimal dans ma façon de faire les choses. Et que tu testes quelque chose, ben, tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu te rends compte aussi qu'avec le temps, avec l'âge, avec un paquet de choses, ça fait aussi qu'il y a des choses qui changent là-dedans. Puis je pense que l'idéal, c'est juste d'être dans l'action, puis de s'observer, puis d'être capable de se bâtir une méthode ou une façon de faire, une structure dans sa journée qui va respecter qui on est comme personne et qui va évoluer avec nous, basé sur les grands principes du Miracle Morning puis de tout ce qu'il pourrait y avoir comme méthode là, à travers, qui existe déjà sur le marché. Mais concrètement, quelle forme ça prend, quelle couleur ça prend, je pense qu'il faut que ça vienne de tous et chacun. Puis, moi, je suis encore en train d'apprendre là-dedans. Je suis encore, ça fait des années, là, je te montrerai les piles d'agenda que j'ai. Parce qu'avant, j'étais dans des agendas papier. Maintenant, je suis dans mes agendas électroniques en iPad avec que je prends des notes manuscrites. Par contre, là, je suis pas en train de taper. J'écris vraiment avec mon petit pencil directement sur l'iPad. Mais pendant des années, j'étais sur des trucs papier. Je pense que j'en ai pour les... J'avais un agenda par trimestre, donc 4 par année. Puis je pense que j'en ai pour les 5 ou 6 dernières années. Donc, j'ai peut-être une vingtaine d'agendas remplis, là, de mur à mur, là. Mais dans cette méthode-là, il y avait plein de choses qui m'allaient, puis il y avait des choses qui m'allaient moins bien. Donc, quand est venu le temps de faire mon truc à moi dans mon iPad, ben, j'ai importé 80% des méthodes de l'agenda que j'avais, puis j'ai ajouté un paquet de choses que moi, je voyais qui allaient plus avec mon énergie, avec ma couleur. Puis ça aussi, c'est évolutif à travers le temps. Donc, moi, je te dirais, essentiellement, c'est ça, c'est que à partir du moment où tu respectes ça, si tu te connais bien, ça te permet d'être optimal dans ton énergie, d'être constant dans ta façon de faire. Après, pour le reste, ça va le faire, là, ça va se passer. Là. Dans la mesure où tu es aligné sur ta mission, tu vas trouver cette énergie-là pour créer ou pour le faire, surtout s'il y a des moments qui sont réservés pour arriver à ça. Je suis vraiment contente parce que tu as touché beaucoup d'éléments qui vont nous ramener vraiment au cœur de la saison 2 qui commence d'ailleurs, de comment mettre ses limites puis vivre selon ses règles. Tu as parlé des non négociables, donc ça, je trouve que c'est des éléments qui sont importants de poser, de se questionner là-dessus pour pouvoir les mettre en action aussi, là. Du parti de ce que les gens pensent, c'est pas toujours facile, puis c'est ce que je sais à travers du podcast aussi d'amener les femmes à tranquillement, un pas à la fois, selon leur rythme, à se libérer de ce poids-là qui est sur leurs épaules. Je te remercie vraiment beaucoup, Marco, pour ta générosité, de ta présence. Puis, avant qu'on finisse, j'aimerais savoir, est-ce que c'est où on peut te trouver? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais parler de tes projets? Ben, écoute, avec ta permission, Suzanne, moi, j'aimerais aller plus loin encore. J'aimerais ça partager un cadeau à toute ton audience. Puis ça va répondre à ton autre question aussi de où c'est qu'on peut te trouver, puis aussi qu'on peut te trouver aussi en même temps. Oui. On a une communauté dans laquelle on a aujourd'hui, là, au moment d'enregistrer cet épisode-là, presque 400 personnes. Ça s'appelle le campus de l'Académie du podcast. Oui. C'est un endroit où il y a une formation autonome qui permet aux gens d'avoir toute la structure pour lancer le podcast. On parlait du persona tantôt, là, mais entre autres, on aborde les différentes notions pour fixer le persona, fixer le titre du podcast, les différents sujets qu'il va y avoir, toute la description du podcast, etc. Donc, vraiment toute la base du podcast pour se mettre prête à lancer le podcast. Donc, c'est une formation autonome qui dure 90 minutes, qui est là dans la communauté. Il y a des éléments de formation aussi qui sont là en accompagnement à chaque semaine, qui sont mis de l'avant. Et il y a évidemment, au-delà de 400, tout près de 400 personnes au moment où on enregistre l'épisode, mais au moment où l'épisode va être en ligne, on va peut-être être passé le cap des 400. Mm-hmm. Mais autour de 400 personnes qui sont là et c'est des francophones de partout à travers le monde. On a servi des gens dans 27 pays différents. Donc, ça veut dire qu'on est capable de compter sur l'appui de ces gens-là. Puis, j'ai envie d'offrir gratuitement pour les 30 premiers jours un accès à tous les gens qui regardent ou qui écoutent ton épisode et qui seraient peut-être intéressés à venir, même si c'est juste pour venir être curieux de comment on pourrait lancer un podcast, puis aller voir un peu qu'est-ce qui se fait, puis comment ça se structure tout ça, on accorde un 30 jours gratuit. Donc, je pourrais te donner le lien, puis il sera dans les notes d'épisode, puis les gens vont cliquer. Fait que c'est le meilleur endroit pour me rejoindre parce que c'est un endroit qui permet d'avoir déjà
la possibilité de se mettre en action, de pouvoir lancer son propre podcast. Sinon, évidemment, il y a mon podcast, l'Académie du podcast, qui est facilement trouvable sur toutes les plateformes pour que les gens puissent écouter davantage qu'est-ce que j'ai à dire par rapport au merveilleux monde du podcast. C'est vraiment généreux de ta part. Puis en fait, je veux juste aller plus loin en disant que effectivement, la formation est vraiment super. Moi, ça m'a énormément aidé à mettre en place les idées que j'avais en tête pour créer ce podcast-là. Je te l'ai déjà dit, mais ça m'a pris 3 ans avant d'intégrer ton monde, tu sais, ton univers. Et puis, fait que ça fait longtemps que je t'écoute, que je te suis. Puis, à un moment donné, c'est comme je me suis dit, non, ça va faire, là. Ça suffit, là. Ça suffit. J'ai envie de partager un message, puis, tu sais, à travers le podcast, ben moi-même, je grandis. Tu sais, j'évolue énormément, puis je me questionne, puis, tu sais, moi aussi, je traverse comme certaines limites que je peux me mettre. Ben j'essaie tranquillement, au fil des épisodes, de traverser ça pour être 100% moi, parce que c'est pas parce que je fais ce podcast-là que je suis parfaite puis tout va bien puis que, tu sais, je suis toujours moi à 100%, là. Je veux dire, je vis le chemin, moi aussi, là. Je le fais un pas à la fois. J'ai peut-être une petite avance à certains niveaux, mais il y a d'autres endroits où, moi aussi, j'ai besoin de faire mon chemin puis de prendre ma place davantage. Fait que je trouve ça super le fun que tu puisses offrir cette opportunité-là à mes auditrices, auditeurs. C'est quand même des auditeurs qui écoutent, je sais. Ben, félicitations à toi d'avoir osé te mettre de l'avant et d'être utile à tes auditeurs et auditrices, même si c'est surtout des auditrices, Ouais. comme tu viens de le dire. Mais tu sais, d'être utile à ces gens-là puis de rapporter du contenu qui leur sert semaine après semaine. Donc, félicitations à toi d'avoir osé faire ça. Ben, merci. Et merci beaucoup, Marco, pour ta présence. Merci à toi. C'est un honneur d'être chez vous. Et à toi qui écoutes, j'aimerais te laisser avec ces questions. Où est-ce que tu t'adaptes encore trop? Où est-ce que tu te retiens par peur de décevoir, de déranger Merci. ou de ne pas être assez? Et si tu te donnais la permission, juste un petit peu plus qu'hier, de vivre, de parler et de créer à ta façon? Ce serait quoi le premier petit pas que tu pourrais faire? Et si tu sens que ce premier pas, tu as envie de le faire dans un espace guidé, doux et conscient, je t'invite à te joindre à moi le 6 janvier prochain pour l'atelier Au cœur de mon année. Ça va être un moment pour ralentir, revenir à l'essentiel et poser des intentions alignées avec qui t'es vraiment. Sans pression, sans performance. Alors, je te remercie d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.